si en avance, elle s'appelle en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien ici. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Faut-il plus encadrer les transferts en top 14? Le Stade Toulousain et le RCT ont été sanctionnés de 50 000 et 70 000 euros d'amende au titre du manquement, je cite, à l'obligation générale de transparence et de coopération autour du transfert de Cheslin Kolbe. Cette condamnation qui met donc la lumière sur la pratique des transferts interclubs, un phénomène relativement nouveau, Philippe Spanghero, mais une économie qui s'installe très rapidement. Oui, une économie qui s'installe. Alors là, on parle d'un cas très particulier avec des montants qui changent quand même une année dans les bilans des clubs dont on parle. Mais je voudrais quand même remettre en perspective l'affaire Kolbe et puis la condamnation du RCT du Stade Toulousain dans le projet global et la vision future de ce marché des transferts. En fait, d'abord, le Stade Toulousain a été sanctionné d'une amende avec sursis et j'ai lu pas mal de commentaires sur les réseaux cette semaine comprenant pas pourquoi le Stade Toulousain était sanctionné d'une amende avec sursis et pas le RCT. Parce que on juge pas la même chose d'un côté et de l'autre. Du côté du RCT, la Ligue considère que par ce montage, il y a eu quelque part volonté de détourner le salary cap. Ce qui n'était pas le cas du Stade Toulousain dans la vente. Le Stade Toulousain n'avait pas d'enjeu de salary cap dans sa vente. Donc c'est un cas très particulier. Il n'y a pas de faute de la part des deux clubs au sens légal du terme. Il n'y a pas eu de volonté de la part du Stade Toulousain ni du RCT concernant Kolbe de contourner. Non, mais il n'y a pas une volonté d'être clair non plus totalement, quoi. Il y a une volonté de jouer avec les textes. Voilà, ce que les textes disaient. Et donc, ça a permis aussi de mettre le doigt sur le problème des textes qui régissaient notre marché des transferts. Puisque moi, je le dis depuis plusieurs années, on est rentré dans une économie des transferts qui disait pas vraiment son nom parce que ça restait à la marge, mais ça a quand même permis de sauver des bilans comptables de quelques clubs ces dernières saisons. Et puis là, aujourd'hui, les cas se sont multipliés. On a parlé de ça il y a quelques semaines seulement autour du cas Jaminet. Et donc, clairement, avec cette sanction concernant le Stade Toulousain et le RCT, je pense qu'il est temps de mettre le sujet sur la table et de vraiment légiférer autour de cette règle des transferts et de la façon dont ça doit se passer. Oui, parce qu'il y a une véritable question autour de ça. Comme tu le dis, hein, et tu l'avais déjà dit il y a quelques semaines, une économie des transferts est en train de se créer. Qui dit d'ailleurs nouvelle économie, dit normalement mise en place de régulation et de surveillance. C'est le cas. Est-ce que c'est le cas déjà aujourd'hui? Et est-ce qu'il faut accroître ces dispositions-là? Alors, il y a pas d'organisation mise en place pour réguler particulièrement ce sujet des transferts. Ça fait partie des règles génériques. Et on voit justement que c'est ce qui pose problème, qu'il n'y a pas forcément de période. On voit Jaminet être transféré au début de la saison, quelque part, changer de club. On a vu le cas qui avait fait beaucoup de bruit de Gaël Ficou quasiment en fin de saison, où à quelques semaines d'intervalle, il joue un match sous le maillot du Stade français et il les retrouve en phase finale un mois après sous son nouveau maillot du Racing. Donc tout ça, ça interpelle. Donc il y a des choses qui doivent se mettre en place aujourd'hui qui ne le sont pas, qui sont pour moi les sujets principaux correspondent aux périodes. Est-ce qu'il faut arriver à ce que fait le foot avec ce mercato d'hiver? Moi, je trouve ça plutôt intéressant à mi-saison, pour que ça se passe pas n'importe comment, de légiférer sur une période de mercato d'intersaison. Et puis, il y a aussi le sujet des règles, la façon dont les montages doivent se passer. C'est sur ça que Toulouse et le RCT ont été épinglés. Ça, c'est le deuxième sujet. Et la troisième question, pour moi, considère un sujet là qui est à l'ordre du jour en ce moment dans les instances, c'est le sujet des agents. Voilà, c'est-à-dire comment les agents interviennent au milieu de tout ça et comment ils sont rémunérés, parce que les agents ne peuvent pas gagner leur vie sur de la même façon sur les contrats longs
que sur les changements en cours de route, parce que quelque part, on sait qu'aujourd'hui les agents... C'est comme ça que ça se passe dans le football pourtant. Hein. Oui, mais je crois que ça, il faut qu'on soit vigilant à ça. Je vais peut-être pas me faire des amis chez les agents, mais aujourd'hui, il faut faire attention à ce que il n'y ait pas de volonté de transférer les joueurs trop régulièrement pour des questions financières. Voilà. Moi, je trouve que il doit y avoir une règle financière pour les contrats classiques au temps long, et puis ensuite une règle un peu différente pour les transferts intersaison ou à mercato d'hiver, parce que quelque part c'est trop facile quand un joueur joue pas depuis 2 ou 3 matchs, son agent peut lui dire t'es plus dans les plans du coach, il faut partir pour reprendre une commission dessus. Donc pour moi il doit y avoir aussi la mise en place d'un encadrement de règles sur le rôle des agents sur ces nouveaux transferts, parce que ça va multiplier de façon assez exponentielle les opportunités pour eux aussi. Ouais, effectivement. Et donc il y a quand même beaucoup de. On sent que avec un seul mot, hein, qui est donc ce marché des transferts et ces transferts qui sont de plus en plus, qui sont croissants entre les clubs. Je parlais tout à l'heure de mutation interclub. Il y a beaucoup de choses à réguler, on le sent, hein, que ce soit pour les agents, pour les clubs, et puis aussi pour la Ligue nationale de rugby. Est-ce qu'il par exemple faudrait peut-être pourquoi pas créer une entité indépendante ou une commission rattachée à la Ligue nationale de rugby sur tous les transferts, par exemple un peu comme on voit en NBA où la NBA doit valider tous les transferts avant qu'ils soient effectifs. Est-ce qu'il faut par exemple aller vers ce genre de choses, Philippe ? Je crois que oui. Par contre, pour répondre à ta question, pour moi, ça ne peut pas se faire par une autorité indépendante qui aurait aucune légitimité pour intervenir. Oui. Là-dessus, on est d'accord, Philippe. Dié qui valide ça. C'est assez simple. On t'a perdu, Philippe. On t'a perdu là quelques instants. Tu disais il ne faut pas effectivement qu'il y ait une entité indépendante, mais de peut-être rattacher quelque chose directement à la Ligue nationale de rugby. C'est ça que tu disais ? Oui, c'est ce que je disais. Pardon, moi je vous entendais, mais c'est vrai qu'il y aurait aucune légitimité à ce qu'une autorité indépendante intervienne sur le sujet. La Ligue maîtrise pour moi le périmètre. Tous les cas d'école qui ont pu poser problème quelque part, on les a eus. C'est ça l'avantage, et on peut plancher dessus pour que se reproduise pas le sujet qui a posé question autour du transfert de Colby entre le RCT et le Stade Toulousain, que se reproduise peut-être pas le cas Gaël Ficou. Donc voilà, aujourd'hui les cas d'école, on a de quoi les traiter, on a de quoi les encadrer. Et pour moi, par contre, ce que je crois vraiment, c'est qu'il faut mettre le sujet sur la table. Moi, j'en parle depuis plusieurs saisons avec des clubs professionnels qui disent c'est pas un enjeu, c'est un épiphénomène. Et je crois que ça, il faut arrêter de se le dire parce que c'est pas vrai. D'abord, ça règle des sujets économiques pour certains clubs qui peuvent faire des choix économiques parfois plutôt que sportifs et sacrifier un bon joueur pour sauver une année qui n'a pas été à la hauteur financièrement. Et ça doit être une solution pour les clubs aussi. Ça se passe souvent comme ça dans le foot. Faut-il vraiment que ça puisse être... Enfin, on va ouvrir le débat dans un instant. C'est un premier péril. Voilà. Tiens, ouvrons le débat. Au lieu de faire une économie d'achat-vente, comme on voit dans le football, hein, notamment, est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt une économie d'échange de joueurs ? Et si je vais par là, tout à l'heure tu disais qu'il faut il faut que les agents prennent moins de commissions sur diverses opérations, que ce soit la prolongation de contrat, sur la durée du contrat et sur les mouvements. Mais alors dans ce cas-là, quand on fait une économie d'échange, un échange n'est pas ne va pas rapporter de l'argent à un agent, puisque l'agent est rétribué par son client qui est donc le joueur. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, au lieu de créer une économie de marché financier avec des euros, des milliers d'euros, et sortir un petit peu du cadre rugby, ces vertus rugby qu'on aime bien, est-ce qu'il faudrait pas plutôt mettre en place une économie d'échange ? Demain, on entend, je sais pas pourquoi pas, Peato Movaca est échangé avec, n'importe quoi, Lucas Pérez Blanc et Romain Briat.
les deux joueurs prennent la direction du Stade Toulousain contre Peato Movaca qui arrive au Stade Français Paris. Voilà, peut-être que ce genre de choses et en plus ça irait avec l'idée du salary cap comme on voit en NBA puisque c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le basket américain. D'abord, avant de laisser Julien donner son avis, pour te couper, il y a quand même une particularité dans le rugby qui amène une potentielle complexité, c'est que les agents ne sont pas les agents des joueurs officiellement, c'est-à-dire qu'ils sont pas rémunérés par les joueurs, ils sont rémunérés par les clubs. Ils sont payés par les clubs, bien sûr. Ouais, donc oui. ça amène une vraie réflexion pour savoir mais dans qui mon est système, le client final. Dans mon système, puisque mon exemple est la NBA aux États-Unis, les agents sont payés par les joueurs en tant que conseillers. Oui, on peut y amener la terminologie comme veut, mais la finalité, c'est la finalité qui compte. Et là, pour le coup, par rapport à ton exemple, ça peut poser question. Est-ce que tu es pour une économie d'échange de joueurs au lieu d'une économie de marché d'achat-vente, Philippe Spanghero? Non, parce que je crois que un des paramètres importants dans le choix de transférer des joueurs, c'est la dimension économique. Et je le répète, j'ai vu des cas, moi, on parle des cas connus en top 14, mais j'ai vu des cas en Pro D2 il y a quelques années, de joueurs GIF qui ont été rachetés par des clubs de top 14 qui avaient besoin de GIF. Et à l'échelle de la Pro D2, ces transferts-là ont sauvé une année comptable de clubs de Pro D2. Donc c'est bien la dimension financière qui guidait principalement. Et je trouve ça aussi intéressant quelque part que les clubs qui investissent sur leur formation et sortent des bons joueurs français puissent être payés dessus au moment de les transférer. Ouais, ça je suis d'accord Philippe. Je crois pas trop à l'échange. Par contre, je pense que ça, notamment la formation des joueurs qui s'en vont et que les clubs doivent récolter les fruits et les graines semées, ça c'est plutôt évident. Maintenant, c'est un critère qui est important. Je pense que c'est surtout la dernière parole, que ce soit les joueurs. Le joueur, pas aller dans un club parce que l'agent, etc. ou parce qu'il vaut tant au niveau financier et que lui il n'est pas son mot à dire et qu'en fait ce soit une marchandise un peu comme on peut connaître dans le foot. Donc ça c'est quand même aussi avec la dernière parole du joueur. Et surtout, tu en parlais Philippe, c'est le mercato. Pour moi je suis très favorable au mercato d'hiver. Bien sûr. Favorable, donc très favorable au mercato d'hiver et on espère donc bien l'encadrer si il y a quand même un sujet, c'est que heureusement il y a quand même juste un petit bémol, c'est que heureusement qu'il en est question maintenant et pas à l'époque de Julien, parce que sinon il n'y aurait pas eu assez de clubs dans le rugby français. Ah mais ça c'est sûr. C'est vrai que Julien a déjà sillonné beaucoup la France. Voilà donc la chronique de Philippe Spanghero. En avant l'écho que vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes près de 900 000 abonnés.